Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode des Bonhommes de lutte, suivant l'opération de Cy Young. Je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos Bonhommes de lutte. Cy Young, Carcillo, comment ça va? Ça va pas pire. Ça va pas pire. On va mettre de quoi tout de suite au clair en partant. Pour ceux qui sont au visuel, vous voyez ma nouvelle craque dedans. Parce que. Puis elle est pas petite en plus. C'est quoi? Pas un centimètre, mais elle est quelque chose. Tu sais, je pourrais mettre une belle petite chiclette entre les deux dents d'en avant. Puis ça affitterait. Mais non, ça va. Tu sais, c'est une petite opération quand même. Hein? Tu sais, on dit, je me suis fait casser la gueule. Oui, littéralement. Une belle incision là, dans le haut de la mâchoire. Retirer mes 4 dents de sagesse en même temps. Fait que j'ai eu la totale. J'ai vraiment eu la totale. Puis là, ce que j'ai depuis 2 semaines, mais c'est un appareil qui est dans le haut du palais. Puis, avec une petite clé, on fait des activations. Ce que ça fait, ces activations-là, c'est que ça agrandit encore le palais, la mâchoire. Fait que chaque petit coup de clé, c'est 1/4 de millimètre. Mais quand tu en fais 40, tu es quand même rendu à 1 centimètre. Fait que, fait que c'est pour ça que ça me donne une Christie de belle gueule présentement. T'as l'air d'un goon des années 80 au hockey. J'ai l'air d'un tough, là. C'est vrai, là. Un tough guy. Mais non, c'est pas ça. Fait que c'est vraiment... Un tough guy qui mange mou depuis une semaine, mais ça... Depuis 2 semaines. Ah ouais, mais hey, attends. Il y a des avantages à ça. Le premier avantage... Tu trouves pas que je suis plus slim? Non. Non, mais ça se voit pas à la caméra comme ça. Mais, tu sais, en deux... en plus. Ouais, en plus. Fait que, ben oui, mais il faut bien s'aider un peu. Mais non, mais en 2 semaines, j'ai perdu environ 15 livres. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, je t'annonce que sous la douche, ben, je vois mon pénis. Écoute, ça prend des avantages. Ben oui, parce que tu le sais, tu sais, c'est chez les hommes. On le voit toujours. Tu le vois toujours, mais tant mieux. Mais tu sais, on a 2 gauges, nous, les hommes. Tu sais, savoir si on a pris du poids. Le premier, c'est tu regardes, tu sais, tu restes debout bien droit, tu regardes en bas. Est-ce que tu vois ton appareil? Non. Oh, OK. T'as pris, il est peut-être temps que tu en perdes. Puis, l'extrême, c'est est-ce que tu vois le bout de tes pieds? Si tu vois pas le bout de tes pieds, ben là, on s'entend qu'on a un problème, là. Ouais, tu ressembles à Yokozuna. Ouais. Mais moi, je suis chanceux. Sais-tu pourquoi? Je porte du 13. Fait que j'ai du lousse. Mon truc, c'est si j'ai pris du poids, ben quand mon linge me fait plus, je suis comme c'est une sécheuse à merde, on va m'acheter du nouveau linge. Ah, c'est ça, la sécheuse. Fait que toujours. Mais non, il fait beau, faut utiliser la corde à linge à l'extérieur. Tu vas me dire que la mienne chez nous. Mais voyons. Ben là, j'ai mis un cabanon à sa place. Ah oui, puis on sait combien t'as coûté ton cabanon, hein? Fait que t'iras pas le maganer avec une corde à linge. Mais pour calculer rapide, c'est pas mal 10 000 billets pour Slammiversary pour m'arranger. Mais non, mais une corde à linge, c'est le fun. Quand t'es dans ton linge, ça sent bon, ça sent la nature. Ben, la nature. Tu bounce? Oui, je connais ça, mais c'est pas la même chose. Bounce versus l'air extérieur, naturel. En tout cas. Je vis à Trois-Rivières, ça va pas me dire que ça sent bon dehors, certains. Là. Ouais, mais là, à Terrebonne, c'est pas la qualité de l'air la plus incroyable non plus. Mais bon, regarde, je pense qu'on a assez parlé de opération. Fait que là, comme j'ai dit au visuel, vous voyez ma craque dedans. Je l'assume pleinement, j'ai pas le choix. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mon allocution a encore quelques difficultés, mais c'est pas si pire que ça. Puis, mais si vous n'êtes pas content,
Ben, transféré à l'audio. Ouais, c'est ça. Comme ça, vous ne verrez pas. Oh, épargnez-vous donc, chier, quoi. Épargnez-vous ça. C'est chier, ça. Tabarnane. OK. Fait que c'est ça. J'aime ça fesser sur un gars à terre. Oh, ouais, mais attends que tu te relèves parce que hostie, ça va fesser. Fait que non, ça va bien. Sinon, ça va bien. Fait que moi, je dis, ben toi, ça va comment? Tu sais, on parle de moi, mais toi, là, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Après 5 minutes, est-ce qu'on va avoir un petit 30 secondes pour toi? Juste 30, pas plus. Ah oui, ça va bien. J'ai finalement reçu ma merch des champions gagnants de la Coupe Stanley. OK, on peut passer au prochain sujet du pod. Ah non, mais ça a été quand même long, là, vu que c'est des chandails spéciales que Fanatic m'ont dit. C'est normal, ça prenne un mois. Fait que... Il était pas déjà prêt d'avance? Ben, étrangement, pas ceux-là. Les chandails comme normal qu'ils donnaient aux joueurs, mettons, après la game, oui, il y en avait plein. Oui. Puis ceux des Oilers, je me demande qu'ils ont envoyés genre en Malaisie ou quelque chose là, pour les enfants pauvres. Dans les pays défavorisés. C'est ça. Mais, fait que non, ça a bien fait ma semaine. Puis j'ai reçu un petit cadeau par la poste que je crois que toi, tu as eu en live à la signature chez Firestorm. Oui! J'ai reçu ma belle carte signée. Nice! Ben oui. Par l'autre que Jean-Pierre Lafitte. Oui. Et de sa propre main. J'ai reçu une petite signature de PCO de l'autre côté. Oh, même dédicacé. Tout ce qu'il faut. Nice! Là, je trouve ça cool, la petite carte avec tout le monde avec le. En fait, personne n'a son nom traduit à part Sid le cinglé. Pour vrai? Ils ont tous leur nom en anglais, le reste. C'est beau. Oli, Brett the Hitman R, Double J, ou ça peut être double J. Jerry the King Lawler. Sid le cinglé. Mais dans les épisodes en français, là, il l'appelait vraiment Sid le cinglé. Raymond Rougeau, Jean Brassard. Tu sais, il disait Brett Hitman Hart. C'était pas traduit. Mais il traduisait pas les New Age Out là avec un nom en français. Il me semble qu'il y en avait quelques-uns qui transféraient leur nom. Ben, les New Age Outlaws, c'était les... Ouais, mais ça, c'est juste... Ben, l'homme d'outre-tombe, c'est un surnom, non? Ou ben non, c'est vraiment ça, Undertaker? J'imagine. En tout cas, je commencerai pas à faire de la traduction ici. Non, ben, mais je ferais ça drôle que... Ouais, mais dans les épisodes en français, il disait vraiment Sid le cinglé. Okay. Je me souviens pas qu'il disait les hors-la-loi du nouvel âge, par exemple. Ça aurait été frais comme nom, mais je comprends que ça n'a pas suivi. Non. Fait que, ben oui. Fait que oui, j'étais chez Firestorm. Je suis allé rencontrer PCO, je suis allé rencontrer Nelson Veilleux, qui était son ancien partenaire. Fait que là, on le voit pas à cause de la lumière, là, mais un peu plus haut. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux. J'ai eu la figurine de PCO dans le temps de Aerowash, autographiée, et son gant aussi. Autographié qu'on voit juste ici, mais que c'est très, très subtil. Ouais. En lien avec ta lumière, c'est parfait pour qu'on le voit. Exactement. Fait que, non. Puis il me l'avait dit, le Firestorm, comme quoi que il allait te contacter, avoir ton adresse pour pouvoir t'envoyer un petit cadeau comme ça. Que, très apprécié. Encore une fois, merci Firestorm. Good. Ben écoute, je pense que nos vies personnelles, on a quand même un bon 9 minutes là-dessus. Fait que je pense qu'on peut juste switcher à notre semaine de lutte qui, d'après moi, va prendre un petit moment. Avec plaisir. Semaine de lutte. Ouais, évidemment, là, on a deux semaines à jaser, puis je jaserai pas de tout. Stock, là, en 2 semaines. Ah, ça en est passé. Tu sais, la semaine passée, on était supposé d'enregistrer, bon, avec ma condition, on l'a pas fait, mais on aurait parlé de Money in the Bank, on aurait parlé de Heatwave. Je pense qu'on se restine un peu surtout. Ah ouais? Je me souviens pas. Je pense que ouais. Ben, on s'est écrit un peu en privé, c'est chaud. On a eu quelques petits différents. Ouais. Sur Heatwave, il y avait peut-être des choses à jaser. Mais tu sais, somme toute, c'était un bon show, là, contrairement à Battleground qu'on avait eu le mois d'avant. Le jour et la nuit. Oui. Mais tu sais, je n'irai pas dans le détail des épisodes que j'ai regardés, mais j'ai une observation, en fait, pour
2 shows pour Raw et Dynamite. Puis ils sont en lien avec mes 2 MVP que je n'étais pas capable de séparer. Je trouve que les 2 dernières semaines, on a fini sur des cliffhangers. La semaine passée, davantage avec le retour de Rhea Ripley, puis le turn de Maria May. Puis cette semaine, bon, ok, c'était le chaos un peu avec Braun Breaker qui est intervenu dans le combat de Sami puis Dragunov. Puis à Dynamite, ben, c'est les 10 participants du Blood and Guts qui se sont battus. Fait que ça nous amène à OK, oui, on va avoir hâte à la semaine prochaine pour le combat. Moi, j'ai hâte, toi, t'as pas hâte. Mais, en tout cas, même qu'on ait hâte ou qu'on... Mais tu sais, qu'on ait hâte ou qu'on n'ait pas hâte. C'est un cliffhanger. C'est un cliffhanger. Est-ce que c'est le meilleur cliffhanger? Non. Mais est-ce que c'en est un? Oui. Est-ce qu'il est bon? Oui. Pas autant que celui de Maria May, je trouvais. Là. Celui-là, il était out of nowhere. On savait qu'elle allait avoir un turn à un moment donné, mais je suis peut-être naïf, là, mais jamais je m'attendais à ce que... Ouais, tu peux bien dire que je suis naïf, mais avec ta face. mais jamais j'aurais pensé que le turn se serait passé là. Puis jamais j'aurais pensé que c'était Maria qui allait turner sur Tony. J'aurais pensé le contraire. Ben, ça, je m'y attendais un peu. Pas je m'y attendais un peu, mais dans le sens, je voyais le scénario que ça se passe pas là. Là, j'ai vraiment fait le saut. Je pense qu'il allait niaiser un certain temps, justement, avec ça. Bon, et on va s'affronter, on va être amis, blablabla. Puis là, une petite phrase par-ci par-là que Maria May prend pas. Puis... Mais non, puis c'était violent, là. Oh oui. Elle entend la ceinture quand elle la smash dans la face, t'entends le crack de la ceinture qui pète dans la face. Hein. Les images de sang, le sang a été super bien utilisé là-dedans. Des fois, on dit pas à TNA, mais à All Elite, il y a trop de sang. Dans ce cas-ci, je trouvais que c'était on point. C'était, pour moi, c'était du bonbon. Fait que, tu sais, ça fait 2 semaines là, que ces 2 shows-là nous donnent des cliffhangers avec 2 femmes que j'apprécie énormément. Maria May, elle est excellente. Puis là, c'est le fun. On va peut-être voir sa personnalité à elle. On va la voir vraiment... elle va pouvoir sortir un peu plus du lot, d'après moi. Ben, elle a commencé hier là, avec son espèce de copie de Tony Storm. Elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Ben oui. Alors, je pensais que c'était elle. Je m'étais comme souvent à la tête. Je me suis dit, Chris, Tony Storm est là. Elle a l'air top shape. Oh oui, puis non, c'était Maria May. C'était impressionnant pour vrai la ressemblance qu'il y avait entre les deux. J'ai vraiment apprécié ça. Puis l'autre, mais Rhea Ripley, ça c'est pas facile les airs. Mais en tout cas, Ripley, quand elle est revenue, le pop qu'elle a eu, incroyable. C'était elle, l'âme du Judgment Day. Le revenu. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Ça va être fort intéressant. Puis, Rhea Ripley, c'est une star. Ben oui, puis ça m'amène justement moi aussi, dans ma semaine de lutte, j'ai beaucoup de Raw. Mais justement, à cause de ça, le Judgment Day, il y a tellement de couches dans cette histoire-là. Rhea revient, puis elle puis Priest font comme si tout est... C'est eux qui reprennent le lead, puis hey, qu'est-ce que Carlito fait là, blablabla. Elle a comme pas l'air trop contente de comment ça virait. Priest, c'est de sa faute parce qu'il a négligé, puis il fait comme s'il était encore sous contrôle de tout. Fait que tu sais, j'aime où ce que ça s'en va. Il y a comme... C'est plus juste une histoire linéaire. Partout à WWE, je trouve qu'il y a beaucoup de couches qui se créent dans les histoires, puis c'est vraiment plus juste comme, bon, ben t'as Rhea Ripley revient, elle reprend le contrôle du groupe, puis là, t'as tout ce qui se passe, t'as Finn Balor en arrière qui fait comme si, tu sais, les écoutait, puis là, tu vois qu'il est en crise de passer deuxième, fait que là, tu peux voir un turn arriver, t'as Carlito qui, il dit à Dom, not cool, quand il dit que Miami, elle y appartient. Oui, puis Carlito... C'est des phrases. C'est une phrase, un punch. C'est juste ça qu'il fait. C'est ça. C'est efficace. C'est efficace. Gardez ça comme ça.
Pas besoin de complexifier la chose. Gardez ça de même pour l'instant. C'est quoi que Meyer dans Family Guy? Il vient faire son petit giggity, puis il s'en va. Il fait ce qu'il a à faire, il s'en va. C'est parfait. Ouais. Fait que ça amène à mon MVP, Dominique. Écoute, oui, c'était avant qu'on fasse le podcast, j'ai souvent chialé sur All Elite quand il copie des affaires du passé. Mettons comme quand CM Punk copiait Bret Hart a pu finir dans ses combats. Mais là, Dominique, il copie Eddie Guerrero quand il. Puis c'est drôle parce que cette semaine, j'écoutais des vieux Raw, je m'étais mis ça en fond en travaillant. Puis c'était justement quand que Eddie essayait de se faire pardonner à Chyna parce qu'il est bas dans le King of the Ring. Puis justement, il donne un chien, il donne des fleurs. Puis le soir même, c'est là que ça arrive, l'affaire de Dominique. Il est en arrière, puis il amène des fleurs, puis il essaie de se faire pardonner. Puis il s'en va défendre son honneur avec Jey Uso qui veut essayer d'avoir une date avec. Puis là, je trouve que honnêtement, Dominique, je le détestais avant, quand il était face. Là. Puis même quand il a turn au début, je tripais pas. Mais là, tout ce que ça a donné, là, c'est le. Je pense qu'après Roman Reigns, c'est le plus gros heel de la compagnie. Après la dernière run de Roman Reigns. Je dirais même que Dominique était plus heel que Roman Reigns. Ça. Parce que Dominique n'était pas capable de placer un mot. Ben, c'est ça. C'est impressionnant, là. Tu sais, oui, Roman, storyline-wise, c'était lui le plus gros heel. C'était ton bad guy, oui. Mais avec les réactions de la foule, c'était Dominique. Parce que, comme je dis, il n'était pas capable de placer un mot, il essayait de parler, il approchait le micro de sa bouche, la foule huait davantage. Puis ça l'a encore fait lundi, il voulait s'excuser, puis ils l'ont pas laissé commencer, puis... Exact. Fait que, Dominique, là, avec l'histoire de Liv Morgan, pardon. Oui, non, bien joué, tu l'as bien. Il a repris un... Encore là, comme le Judgment Day, il y a un second souffle, puis ça lui fait du bien. Puis ça fait aussi, encore une fois, je parlais des couches, ben il y en a d'autres, là, est-ce que Dominique va s'enligner à partir? Moi, je me suis fait tellement de scénarios dans ma tête de ce qu'il va partir avec Liv Morgan, puis elle va genre faire ben non, je te voulais pas, c'est Finn que je voulais, fait que là, il va se ramasser avec plus rien. Ça se pourrait. Puis comme le gars déchu qui a tout perdu pour s'essayer avec une jeune, puis qui a tout perdu ce qu'il avait. Il y a tellement de scénarios possibles. Puis le scénario, je l'ai passé sur Twitter, je pense, c'était. C'est fou, il y a pas avec Liv Morgan, il retrouve une confiance, puis il se sent comme mâle masculin, bat son père, puis. Ah, je le sais, il faut faire attention là, quand on dit des phrases de même. Il se sent plus contrôle. Puis là, quand le Rhea revient, il retombe le petit chien battu. Puis là, il retombe le. Fait il y a tellement d'affaires de. Puis c'est clair qu'ils n'ont pas pensé à tout ça, mais tout le monde qui peut le voir à sa façon, cette histoire-là, je trouve ça tellement cool. Là. On est loin des années Vince McMahon. Là. Ah, clairement. Fait que non, c'est une storyline qui peut aller d'un bord comme de l'autre. Tu sais. Faut vraiment que tu aies une boule de cristal pour être capable de dire exactement qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, dans la lutte, à un moment donné, tu veux pas tout savoir. Il y a des choses que c'est une évidence qu'est-ce qui va se passer, mais je le dis tout le temps, si c'est bien fait, ça me dérange pas que ce soit évident. Mais là, dans ce cas-ci, c'est pas évident qu'est-ce qui va se passer. Puis, en plus, ils le font bien. Hey Colin, on est doublement gagnant là, dans une situation comme celle-là. Ça fait des années qu'on demande ça en tant que fan de lutte, un produit qui, oui, peut être prévisible, mais qui nous divertit, puis qui est bien fait. C'est tout. Exact. On demande pas plus, là. Non. Puis, fait que là, toi, tu as parlé de ton MVP. Peut-être dans la semaine de lutte, là, moi, j'ai un dernier sujet. Je peux passer le mien avant, qui est plus léger, plus petit, puis après, on s'astinera un peu plus, puis on ira dans la controverse. C'est bon, vas-y. C'est que samedi dernier, j'étais en mode père célibataire avec ma fille. Wow. Donc, j'ai décidé de... je suis célibataire. Je l'ai amené à l'expo, en fait, de Trois-Rivières, parce que ma blonde travaillait à faire du vidéo dans un mariage. Puis là, je l'ai amené à l'expo, où ce qu'il y avait, en même temps, un gala de lutte de la FCL avec la NSPW. Nice! Là, elle était contente parce que je commençais à lui montrer un peu plus la lutte, puis on en fait dans la trampoline, puis j'ai mal au dos. Fait que là, le nombre de Meteora que je mange dans le dos, là, ça va faire mal. Fait que c'était cool d'y présenter, qu'elle les voyait pas dans un écran. Là, elle a vu Mathieu Saint-Jacques, là, il se met en bédaine, puis elle est comme, oh, il est en bédaine, le monsieur. Je dis, oh oui, il est costaud, tu sais. Elle dit, ah, puis elle trouvait ça le fun, puis
Puis là, Claude Malone sort, puis vient faire une promo. Mais là, tu comprends, on est à l'expo, donc il y a des manèges de Beauce Carnaval. Ben oui. Puis là, Claude Malone se met à les call-out en disant « Hey, je suis sûr qu'ils n'ont même pas leur carte, ils n'ont même pas été vérifiés. La CSST devrait s'en mêler. » Moi, j'étais comme « Ben Chris, il a raison. Pourquoi vous l'avez eu, gang de pas de cœur? C'est la voix de la raison qui s'est dit patience. » Ouais, mais Claude Malone, c'est un bon personnage. Il est vite d'esprit, je trouve. Puis, en tout cas, il est bon pour interagir avec la foule. Puis, il a insulté les gens de Trois-Rivières, puis je t'ai même pas insulté. Juste avec ce qu'on cale sur Beauce Carnaval, moi, je pense que c'est un face incompris, Claude Malone. Il mérite un peu plus d'amour. Puis, un petit dernier point que j'espère que les gens de la FCL écoutent, là, parce que là, les gens qui amènent leurs enfants veulent voir leur héros gagner. Donc, pourquoi faire perdre Golden Greg comme ça devant des enfants qui viennent pour voir les héros gagner? Non, mais tu sais. Ben là, Golden Greg, c'est pas un héros, là, comment? C'est un ami de Pee-Wee. Regarde, écoute, moi... Non. Moi, tous ceux qui sont avec Pee-Wee, c'est des bonnes personnes. Puis Golden Greg, pour moi, celui-ci, c'est un face incompris. Non. Comme le Jay-Z, un grand sage, c'est lui qui met le mot sexe dans le terme sexagénaire. Ah, tabarouette. OK. Bon, hey, je pense que tu as eu le mot de la fin là-dessus. Fait que la controverse, en fait, c'est on n'a pas besoin d'aller bien loin. Hein? Juste hier soir, Dynamite, un combat hyper polarisant sur les internets. Le combat de 59 minutes 58 secondes entre Will Ospreay et MJF. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce combat-là? Ben, écoute, j'ai aimé le combat. Okay. Le finish et ce qui en découle, j'aime pas du tout. Mais le fait d'avoir été avec un combat d'1 heure, c'est un bon combat. Là. Oui, c'était pas parfait, mais c'était pas de la grosse merde en canne tout le long. Non. Puis, je comprends que des gens puissent pas aimer des combats longs comme ça, avec des gens qui survivent à tout comme Will Ospreay. C'est correct. T'sais, chacun peut aimer, pas aimer. Mais encore là, c'est-tu Will Ospreay qui a mangé les plus gros coups? C'est MJF. C'est MJF. Puis ça aussi, je vais y venir justement avec le finish de MJF après qu'il a besoin d'oxygène, puis là, il est knock-out. Puis hey, le gars, il a fait un dog collar match avec CM Punk. Fuck off qu'une heure de Will Ospreay, ça le magane de même. Ouais, il y a eu des combats pires que ça à All Elite depuis qu'il est arrivé. Là. Oh oui, mais je pense que c'était plus un rappel pour suite à son combat avec Danielson. Où est-ce qu'il avait eu besoin d'une pompe d'un masque à oxygène? Tu sais, je comprends, mais tu sais, toute la patente après, il est brûlé après 1 heure de combat. Il en a fait il me semble qu'il en a fait un Ironman contre Danielson. Il est pas mort après. Non, mais... ouais, là, je trouve piqué un peu sur le masque à oxygène. Ben, mais en fait, comme je te dis, c'est tout ce qui en découle après. Vas-y à ton tour. Là, je pense qu'on je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, que le combat se finisse sur un coup de poing avec une bague, j'ai trouvé ça faible. Tu sais, à un moment donné... Moi, c'est pas ça que je veux dire par le finish. OK. Parce que ça fait longtemps, fait quoi, 3 épisodes de suite que je cale que je veux qu'on retrouve le vrai MJF d'avant. Ah, ben on l'a. l'a. Quoi qui est vieux MJF, c'est qu'il un coup de bague d'en face pour gagner. Fait que ça, là-dessus, je peux comprendre. On l'a. Notre vieux MJF heel là, qu'on aimait et qu'on voulait revoir, on l'a eu avec ce combat-là. Tu sais, les fuck you qu'il faisait à la foule tout le temps, même quand la petite fille, elle le frappait, tu le voyais tout de suite après. Je vais te faire cancel à cause que je viens de faire avec la caméra. Non, je pense qu'on a fait un tour de plus mal, c'est pire. Là, fait que t'es correct. Ah, OK. T'as du crédit. Mais tu sais, c'est juste que j'ai trouvé ça faible. Le petite bague, tu sais, ça... Vous avez mangé les pires coups pendant 1 heure de temps, puis une bague comme ça va te rendre knock-out. Je trouve ça faible, un peu. Mais un peu beaucoup même. Mais bon, c'est pas le point qui m'a le plus marqué. Ah non, c'est quoi? Ah, mais il y a d'autres affaires là, dans le combat qui m'ont marqué bien plus que le coup de la bague. Ben, qui t'ont marqué ou dérangé? Ah, les deux. Les deux? Tu sais, il
Il y a du positif et du négatif dans ce combat-là. Comme tu as dit, il n'est pas parfait. C'est un bon combat. J'ai été diverti. Mais est-ce que c'est parfait? Pas en tout. J'ai aimé qu'on continue de vendre le Tiger Driver. Ospreay ne l'a pas fait. Ah, vois-tu, j'aime ça. Parce que quand il va le faire, ça va valoir la peine. Puis il va l'avoir le pop. Faire tout le temps. Fait que ça va comme écrit, c'est parce qu'il ne le faisait pas avant. Ben, avant, il ne le faisait pas tant que ça. Il avait commencé à le faire contre Omega. Là, oui, il l'avait fait dans une coupe de combat. Ben, comme tu dis, moi, le souhait que j'aurais, c'est il va le faire à un moment donné. Puis là, après ça, il va le ramener vraiment de façon très, très, très sporadique. Ouais. Parce que ça va être, comme des 6 moves à Kenta Kobashi, là, lutteur au Japon. Lui, il y avait 6 moves qu'il faisait très, très, très rarement. Puis que quand il les faisait, c'est parce qu'il y avait une signification. Comme son Burning Hammer. Son Burning Hammer, il l'a pas fait souvent, là. Mais en tout cas. Fait que, c'est le souhait que j'ai avec Ospreay puis le Tiger Driver. Fait que j'aime qu'il continue à le vendre comme ça. Mais c'est pas ça qui m'a dérangé, moi, dans le combat. C'est la panoplie de gros moves qui ont été faits, mais que je sais pas, c'était pas dans un crescendo. C'est un move de transition. Oui, mais le stunner que MJF a fait là, à Ospreay suite à une espèce de backflip, Colin, tu mets pas ça à 10 minutes dans le combat quand ton combat va en durer 60. Ben non. Le Style Clash dans le coin. Oui, c'est ça, le Style. Ben, il y en a eu 2 Style Clash. Un sur les prunes, puis un Avalanche. Voyons donc, Colin, pourquoi c'est trop des gros moves que tu le fasses? Je suis ambigu un peu. Des fois, j'aime ça, des fois, j'aime pas ça. On dirait que je suis pas tranché là-dessus. Ouais. Mais, tu as eu un Crossroads, tu as eu, c'est quoi l'autre affaire, le Sky Twister Press, l'espèce de saut que Ospreay fait puis il tourne dans les airs, là, il fait des vrilles. Tu as eu l'espèce de DDT que Paige, Saraya a fait. Tu sais, quand elle soulève la lutteuse, elle tient le bras en arrière, elle fait un DDT. En tout cas, c'est tous des moves qui sont utilisés aujourd'hui, qui sont, je veux dire, powerful, hein, mais même quasiment finisher. Mais il y en avait plein dans le combat, puis ça n'a pas fini le combat. Puis il était placé, éparpillé un peu, sans être dans un crescendo. Fait que, ça, j'ai moins apprécié. C'est des petites affaires qui m'achalent. Puis ça fait partie un peu de... Autant que quand c'est bien fait, c'est cool, ça marche, ça fait du sens. Oui. C'est comme le Crossroad, je peux comprendre. Oui. Mais encore là, c'est un Christy de callback pour le monde sur Internet là, qui ont des... C'est pour les Horny Lonely Boys que je parlais il y a 2 semaines. Même genre de personnes sont derrière leur petit clavier. Puis comme, oh, il a fait un Crossroad. Cody a fait une entrevue cette semaine. Il a parlé dans l'élite. C'est drôle. Je suis comme, tabarnak. Oh oui. Parce que je suis comme, OK, il a fait un Crossroad. À la limite, ça a été le mentor d'MJF. Mais tu sais, le nombre de callbacks, c'est les mentors. Alors l'élite, c'est correct. Là. Il y en a beaucoup. Mais, tu sais, ça, c'est une des choses. Le selling de Ospreay, il faut que ça s'améliore, je trouve. Parce qu'à un moment donné, il a été pris dans un figure 4 leg lock. Il a eu mal au genou pendant un petit bout de temps. Suite à un Irish whip, il tombait à terre. Il ne courait pas. Mais ça a duré 5 minutes. Parce qu'après ça, Colin, il courait à gauche puis à droite. Puis il n'avait pas de partie. À un moment donné, il y a eu un chop block sur son genou gauche. Mais il a vendu le genou droit. Fait tu sais, ça manquait de cohérence à certains moments. Puis là, après ça, c'était son épaule, où est-ce qu'il avait mal, il s'est fait mal à l'épaule. Il la vendait un peu, mais après ça, pas de trouble. Colin, je vais faire un handspring, c'est ça, là, quand il fait comme un équilibre, puis ses jambes fouettent sur les cordes, il revient debout, puis là, il saute. En tout cas, parce que là, c'était mal à l'épaule.
À moins que tu aies un hostie de roche d'adrénaline, là. Mais quand même. Des crises de roche d'adrénaline dans le combat. C'est ça. Puis parlant de l'épaule, là, c'est un coup dans la poche à All Elite. Votre production. Quand ils ont popé l'épaule de Ospreay, là, quand ils l'ont remis à sa place, ils ont fait ça. Hein? Ils l'ont fait ça en picture-in-picture. Tu veux avoir la réaction de la foule qui crie. Là, tu n'as pas de son, tu as le son de l'annonceur, de la publicité. Mais tu vois l'image de Ospreay qui se refait placer l'épaule. Voyons donc, Colin, tu veux ça en plein écran avec les réactions de la foule, la réaction des annonceurs, mais ils t'ont collissé ça dans un picture-in-picture. Ridicule. Oui. Tu avais le choix entre ça ou une pub de Domino's Pizza en bas. C'est comme, qu'est-ce que tu veux le plus? Ben, je te dirais que là, je prendrais la pizza en estime, mais je peux pas la manger. Bon point. J'ai peut-être pas pris le bon exemple. Oh, ben... Un smoothie ou Will Ospreay? Ah, c'est un smoothie, ça, c'est pas ça qui manque, hein, présentement. mais en tout cas. Ouais. Fait que, tu sais, ça, j'accroche pas à ça dans ce temps-là. C'est comme, voyons donc, vous faites des erreurs de production. Là, c'est pas le combat, mais vous, compagnie qui produisez le combat, mettez-le en avantage. Puis, tu sais, dans ton épisode anniversaire, ton 250e, que tu prends, ça fait 5 ans qu'on est là. Tu sais même pas encore gérer un picture-in-picture comme il faut. Oui, exact. Mais, à leur défense, il y a eu un autre shot de caméra qui a été super belle. C'est quand MJF était à l'extérieur du ring et que Will Ospreay a sauté entre la première et la deuxième corde pour faire son Hidden Blade. Oui. Ça, la shot de caméra, ça lookait très bien. Fait que, tu sais, on est capable du meilleur comme du pire à l'intérieur du même combat. Fait que comment que je vais noter le combat? Est-ce qu'il était plate ou est-ce qu'il était bon? Ah, ben là, t'es tiraillé à cause que t'as pas la perfection, elle n'existe pas, là, mais... Non, mais tu sais, en partant, je suis pas le grand tripeur de notes. T'sais, moi, je mets jamais de notes sur ça. Non, moi non plus. Moi, si j'ai-tu aimé, j'ai pas aimé. Puis là, le problème, c'est que là, j'ai aimé le combat, mais là, quand tu penses à tout ce qui en suit, MJF qui revient, qui faisait comme rien, là, il turn heel, tout de suite, il bat... Christy, c'est Will Ospreay, là. Je veux dire, Simonac, le gars, c'est lui qui... Je pense que c'est le premier qu'on peut dire que All Elite a vraiment comme scoopé comme faut un gros agent libre à la WWE. Puis que là, il est juste là. Chris, ça va être ta tête d'affiche chez lui. Il est supposé être ton main event de All In à Londres. Ça va être ta grosse vedette. Puis il perd. Je comprends qu'ils ont peut-être donné le titre juste pour lui donner un titre. Puis là, mais je trouve que ça va pour la suite. Je vois pas comment ça peut être si bon que ça. On va avoir un autre combat à All In encore entre les deux. Je viens d'avoir un 60 minutes. Je veux pas me contenter d'un 30 après ou d'un 15. Non, ça c'est sûr. Je pense pas que ça va être un combat entre les deux. Je sais pas qu'il m'envoie après ça un ricochet contre Ospreay à All In. Là. Je veux dire, il faut que ça soit plus haut que ça. C'est pas être un de tes gros noms. Ouais. C'est ça qui vient me nuire à mon appréciation du combat. C'est que tout de suite, quand la cloche sonne, je pense au après. Puis je suis comme, le petit goût amer. Fait que, mettons, je vais le mettre sur 10. Il dépassera pas le 6.5 à cause de tout le reste après. OK. Ouais, je comprends. Mais tu sais, moi, où est-ce que j'ai un problème, c'est avant même que la cloche allait sonner, pourquoi vous nous donnez ce combat-là gratuitement à la télévision? Ça, c'est justifiable. À cause du 250e. Non, mais vas-y, donne ton point, mais je vais arriver après. Moi, la seule raison que je vois, c'est oui, c'est à cause du 250e. OK, oui, on veut mettre un gros banger. Mais tu sais, le build-up, il a été léger. Il était weak même, là. Ben oui, il a été faible. Fait que je change mon mot de léger à faible. Mais, tu sais, il me semble, là, c'était ça qui était le fun avec All Elite au début. On prenait le temps, Colin, d'expliquer, de bâtir une storyline qui nous amenait à un combat de pay-per-view que les gens voulaient voir. Là, les gens voulais voir ce combat-là. Je suis sûr et certain. Moi aussi, je voulais voir ce combat-là, mais je voulais pas le voir dans ces circonstances-là. Et c'est ça que je trouve dommage. Tu sais, en bout de ligne,
on a eu un bon combat, là. C'était pas mauvais. C'était pas de la marde, c'est ça, de la marde concentrée en canne. C'était pas le chef-d'œuvre qui mérite un 10 sur 10. C'était divertissant. Parce que dans le combat, il y a eu des belles séquences intéressantes. Oh, ouais. Mais c'est quand tu regardes l'ensemble, le 59 minutes 58 secondes, c'est comme, ah, ouais, est-ce que tout était bien placé? Est-ce que tout valait la peine? Est-ce que, puis à ton point, la suite, est-ce que je vais vouloir voir un combat de 15 minutes seulement dans un pay-per-view? Ben non, parce que je vais avoir eu un 60 minutes live gratis à la TV. Ben, tu sais, le point qui se défend, c'est que, tu sais, on le sait qu'All Elite sont en train de négocier leurs droits télé. Puis on s'entend, ça se bouscule pas aux portes pour signer All Elite. Parce que t'as Warner qui veut les garder parce qu'on de perdre la NBA. Puis on tombe dans un côté plus en dehors de ce qu'on voit à la TV, mais quand même, c'est important. Oh oui. Fait que, tu sais, là, Warner perd la NBA. Fait que là, ils vont perdre leur gros show avec Shaquille O'Neal puis Charles Barkley, ça, tu sais. Fait que ça prend en compte que là, Tony Khan, lui, il faut qu'il vende son produit. Il faut qu'il monte à Warner, je suis capable de donner du produit de qualité à la télé. Ce qu'il fait pas depuis un bon moment. Tout ce qu'il donne, c'est en pay-per-view depuis genre peut-être 3-4 mois, je te dirais, à peu près. Ouais. La TV, elle souffre beaucoup. Fait que là, tu sors de 2-3 bonnes semaines. Tu sais, le turn de Mario May. Là, t'as encore... là, t'as le retour de Britt Baker. Je suis pas vendu à ce qui se passe avec Monet, mais en tout cas, au moins, c'est là. Tu vois qu'il essaye d'aller conquérir peut-être. Il n'y aura pas le contrat qu'il y aurait eu il y a 1 an, mettons. Là, il faut qu'il montre qu'il est capable de sortir du gros stock parce que là, l'élite, ça va pas très bien. C'est pas affreux, là. Mais ça va pas bien pour justifier un contrat que Tony Khan, je pense que ça fait 6-7 mois qu'il dit on était à la porte des buts, là, on va signer. Là. Je vois, à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu rentres dans la porte des buts. Là. C'est parce qu'ils sont pas pressés de te signer. Là. Non. Tu sais, comme là, les cotes d'écoute cette semaine, on parle autour de 750 000, je pense, aux États-Unis. Tu sais, évidemment, tu avais 2 combats d'annoncés, 3. Ouais. Ben, les 3 combats étaient annoncés, mais on savait juste pas que ça allait être un combat d'1 heure là, entre Ospreay et MJF. Un choix anniversaire aussi. Hein? Un choix anniversaire. Mais, tu sais, 750 000, puis là, on dit c'est le meilleur résultat depuis avril 2024. On s'entend, ça fait juste 3 mois, là. Fait que ça veut dire que tu n'as pas été capable d'aller chercher ce que tu avais même avant. Fait que, j'ai hâte d'avoir les codes d'écoute la semaine prochaine parce que je me dis tout le temps, les codes d'écoute de la semaine d'après, ben, ils dépendent quand même du show que tu viens de produire. Fait que là, cette semaine, ils ont... Oui? Non, mais je veux dire que d'après moi, ils vont baisser juste parce qu'ils mettent un Blood and Guts. Si on le sait, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, effectivement. C'est pas pour tout le monde. J'ai peut-être parlé trop vite, je pense que c'est la semaine prochaine. Ouais, c'est la semaine prochaine. C'est ça. Fait que ça, on le sait quand il implique le sang, quand il implique la grosse violence, des affaires trop nichées. C'est là souvent. Les Blood and Guts, à moins que je me trompe, quelqu'un me corrigera, ça n'a jamais été les grosses codes d'écoute dans l'élite. Puis ça, les haters s'amusent, ils vont le caler tout de suite. Là, mais ça arrive, je pourrais pas dire. Je pourrais pas t'ostiner là-dessus. Le point que j'allais dire, c'est que d'après moi, les codes d'écoute, ils dépendent beaucoup de ce que tu as présenté la semaine d'avant. Oui. Comme là, cette semaine, ils nous ont présenté un combat d'1 heure avec 2 autres combats quand même assez rapides. Un segment avec Suzuki et Monsieur Retraite. Là, Jericho, excuse. On pourrait en parler, mais je pense que ça vaut même pas la peine. Mais tu sais, avec le show qu'ils nous ont offert, est-ce que les codes d'écoute vont augmenter la semaine prochaine? Peut-être que oui, peut-être que non, mais là, tu amènes un bon point avec Blood and Guts. Fait que, en tout cas, tu sais, ce combat-là, je sais pas si tu as d'autres points à dire, là, mais pour moi... on voit qu'il polarise. Ça fait 20 minutes qu'on est dans la semaine de lutte avec ça. Fait que, on sait que ça vient nous chercher, puis c'est correct. On est là pour parler de ce qui vient nous chercher dans la lutte. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je répète mon point. Des bonnes séquences intéressantes. C'est juste que quand tu regardes l'ensemble du combat, le 60 minutes, et Colin, que j'aurais coupé à bien des endroits pour... Ouais. On aurait eu un combat plus appréciable, je crois,
Définitivement. Ça, on l'avait coupé. Ouais. Puis en parlant de couper, je pense qu'on va couper ça là. On va aller un peu dans le positif, dans de la nostalgie. On va embarquer sur nos petites chaises berçantes, là. Ben oui. Un petit thème que je pense, ça faisait au moins 2 épisodes qu'on n'a pas entendu. La dernière fois, on avait tellement de prédictions que on n'avait pas eu le temps de discussion de bonhomme. Ouais, je me souviens pas. On n'a pas eu de show la semaine passée. Fait que là, après, quand ça m'ennuie de me bercer sur ma chaise de vieux bonhomme. C'est confortable. Ben oui. Surtout que là, on s'en va dans la nostalgie, puis on sait, les vieux comme nous autres. Ben, nous autres, comme toi. Comme moi. On aime ça parler de nostalgie. Oui. Puis, avec la venue de TNA à Verdun, où tu seras avec 3999 autres personnes. C'est malade, c'est sold out. C'est malade. Puis, shout-out à Bertrand Hébert. Je sais pas si tu t'en allais, mais que sur X, il a pris la peine d'aller replacer des gens. Puis eux sortaient partout de « Ah, ben là, c'est à cause de la WWE. » Fuck off. C'est grâce à PCO. À cause de la WWE, ou ben non, à cause que TNA offre un produit qui est pas mal plus respectable que les dernières années. Hey, shut the fuck up, Colin. Vous comprenez pas en tout qu'est-ce que PCO il a fait. Puis là, je dis pas ça parce qu'on l'a eu en entrevue, parce que je l'ai vu, puis qu'il pourrait me casser la main, là. Parce que, by the way, oui, je suis grand par rapport à PCO puis Nelson Veilleux, mais ils t'ont des hosties de main. Oh, tabarouette! Ouais, moi, j'ai des doigts de pianiste, là. Il aurait pu me casser là, en 2 secondes. Là. Je plains le cellulaire de PCO. Fait que, tu sais, oui, tu fais bien de le dire. Bertrand Hébert, là, il replace des gens, il dit non. PCO, là, c'est lui qui est en train de faire une hostie job de moine à se promener partout au Québec pour être dans les médias, donner des entrevues, se faire voir pour justement vendre ces billets-là. Tu sais, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il emploie exactement la technique Jacques Rougeau. Jacques Rougeau, là, comment est-ce qu'il faisait pour remplir, Colin, ses arénas avec ses shows familiaux? Parce qu'il se promenait à gauche puis à droite. Il y a quelque chose qui fait bien dans la vie, là, Rougeau, puis c'est ça. Il se promène, puis il est capable de vendre son affaire. PCO, c'est exactement ça qu'il a fait. Puis Colin, il va récolter le fruit de son travail en fin de semaine. Ah non, pas. Puis une dernière petite parenthèse, cette semaine, Speedball Mike Bailey était en entrevue avec Anthony Marcotte à BPM. Ouais. On leur avait suggéré, ils proposaient des gens, qu'on a proposé plusieurs, Speedball, Zach Patterson. C'était cool, ils nous ont même dit au début que c'était notre suggestion qui a mis à l'entrevue. Mais non, puis entendre Speedball parler, je trouvais ça vraiment cool. C'est une autre vision de la lutte, c'est différent. Absolument. Puis il est brillant, là. La façon qu'il en parle, c'est... Tu sais, dans un combat, il est capable d'être flamboyant, mais quand il est dans une entrevue, il est très terre à terre. Ouais. Il est pas, il part pas sur des montées d'émotions, quoi que ce soit. Tu sais, je veux pas dire qu'il est neutre, mais il est très posé, il est calme, il explique bien. C'est un discours qui est intelligent. Fait que j'aime ça l'entendre parler en entrevue. Il mérite, en tout cas, qu'on entende plus parler de lui. Ah ouais, définitivement. Mais là, trêve de parler du futur de la lutte en speedball. On va reprendre un petit passé un peu. On va parler de la TNA en général. Ça, bon, il s'amène à Montréal, à Verdun plus précisément. Ça va être le fun. C'est le 20e anniversaire de Slammiversary, qui, avec les années, est devenu leur pay-per-view numéro 1. Avant, c'était plus Bound for Glory. Puis là, vraiment, Slammiversary a pris la place. Oui. Fait que là, on s'est dit, pourquoi pas jaser de nostalgie un peu, parler de ce que ça représente pour nous autres TNA, puis qu'est-ce qu'on se rappelle de tout ça, puis qu'est-ce qu'on a aimé, puis je pense que direct en partant, je te pitch la POC, là, puis vas-y en breakaway. Qu'est-ce que tu veux parler en premier? Ah, mais TNA, tu sais, je vais le dire en partant, c'est au début, c'était l'alternative à la WWE, ou WWF, là, dans le temps, parce que c'était à ce moment-là. Ouais. Parce que la WCW, bon, venait d'être achetée par la WWF. Fait que là, bon,
il y avait quasiment le monopole. TNA arrive avec une alternative. Évidemment, tu commences petit, puis là, tu veux grossir. Malgré quelques moyens, ils n'ont jamais réussi à atteindre le niveau WWE. Est-ce qu'ils ont voulu l'atteindre pendant un temps? Je pense que oui, là, quand il y a eu Bischoff et Hogan. Je pense qu'il y avait cette volonté-là, mais c'était fait de façon maladroite. C'était pas bon. Ça comme ça. Oh oui, mais je restais poli, là, maladroite. Mais tu sais, ça risque que ça a toujours été une grosse fédération indépendante. Je peux pas dire indépendante, là, mais parce qu'ils ont quand même des lutteurs sous contrat, mais il y a des lutteurs qui peuvent aller ailleurs. Fait que, c'est un peu complexe. Mais en tout cas, tu sais, il reste que ça a été et c'est encore une bonne fédération où est-ce que tu as des lutteurs qui peuvent aller se bâtir une confiance, se remettre en confiance. Ça peut être un stepping stone. Bref, tu sais, je pense qu'ils font bien leur job comme Ligue américaine. Ou si on veut East Coast League, si on veut être un peu plus bas. Mais tu sais, je pense qu'ils font bien les choses à ce niveau-là. On ne peut pas considérer TNA au même niveau que la WWE. C'est impossible. Non, mais c'est le fait que, oui, on peut dire que, bon, Ligue East Coast, ça dépend de quelle époque de TNA tu parles. Parce qu'il y a un moment où c'était vraiment plus, on s'entend, il n'y avait pas d'autre alternative que ça à WWE. Fait que tu comparais tout le temps et tu voyais que c'était pas la même ligue pantoute. Mais, dans son monde à elle, dans le monde, mettons, tout ce qui était en dessous de WWE, TNA, c'était huge quand même. Là. C'était gros. C'était eux aussi qui pouvaient scooper des gens à WWE. Ils ont quand même scoopé Nigel McGuinness. Ils avaient choisi TNA à la place de WWE. Ouais. Fait que tu sais, ils arrivaient à aller prendre des gars de Ring of Honor à WWE. Puis, fait qu'à partir de là, je me disais, bon, c'est une alternative plus. Oui, c'est pas juste t'écoutes ça sur le side à la place de WWE. Non, absolument pas. Parce que t'as quand même un lutteur qui a décidé de faire le move WWE vers TNA sans être congédié, et c'est Christian Cage. Oui, ça a été le premier. Tel quel. Oui. Ça a été le premier à dire OK, mon contrat avec la WWE est défini, je ne renouvelle pas, je m'en vais ailleurs et je choisis TNA. Fait qu'à ton point, oui, TNA à ce moment-là, c'était une ligue américaine plus, là, si on peut dire ça comme ça. Mais, tu sais, je pense qu'il y avait l'ambition, à un moment donné, d'aller au même niveau que la WWE. Mais ça n'a jamais marché. Puis rendu là, c'est pas grave. Non, ben tu sais, quand il y a eu cette ambition-là, c'est comme tu dis, c'est quand ils ont été chercher Hogan, puis Bischoff. Ouais. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que moi, je me rappelle, j'étais quand même jeune quand c'est arrivé. C'était en 2010 à peu près, 2010-2011. 2010. C'est ça. Fait que tu sais, j'étais hype de l'arrivée d'Hulk Hogan parce que j'étais encore assez jeune pour pas tout savoir c'était quoi Hulk Hogan. Ouais. Fait que là, le problème, c'est qu'il est arrivé tout de suite. On s'en va les lundis soirs en direct 1 semaine sur 2 pour affronter Monday Night Raw. J'étais comme, OK. Puis ils se sont fait exploser. Ben oui. Parce que c'était pas une grande époque de WWE. C'était dans le temps du Nexus, à peu près. Oh, je pourrais pas dire. C'est le temps aussi où le premier épisode qui se sont affrontés, c'est quand Bret Hart a fait son retour à WWE après des années de guerre avec eux. Ah ouais, mais là, ça, c'est sûrement la WWE qui se sont arrangés pour faire de quoi de gros parce qu'ils savaient que TNA allait être en direct ce soir-là. Oui, puis non, mais en même temps, Bret Hart, ça fait quand même, c'était arrivé en 97. Ouais. C'est la première fois qu'on le revoyait. Ça faisait genre 15 ans, mettons. C'était quand même difficile à coordonner à ce point-là à perfection. Oui. Mais quand même, c'est ça. Puis bon, on ne s'attendra pas sur l'époque Hogan. Je pense pas que c'est des souvenirs que les gens veulent revoir. Non. Non, parce que, tu vois, TNA, moi, de mon côté, il y a un gros trou. À un moment donné, juste à ma période Hogan, où est-ce que j'ai comme pas d'intérêt, puis j'ai vraiment moins suivi ça. Mais je me rappelle beaucoup plus des premiers temps,
ou est-ce que c'était des pay-per-view hebdomadaires les mercredis soirs? Je pense que c'était 10$ le show, puis tu avais 2 heures de lutte. Ah, quelque chose de même, là. Mais, puis après ça, ben oui, ils ont fait des shows hebdo quand ils étaient à la télé. Mais, tu sais, tu me parles, c'est quoi TNA pour moi? Mais c'était ça, là, tu sais, de la création de la division X, que c'était pas juste une limite de poids, non, c'était un style de lutte. OK, fast pace, spectaculaire, on sort des moves. Tu sais, c'est une division cruiserweight de la WCW améliorée ou évoluée. Ouais, on va dire ça comme ça, évoluée. Parce que améliorée, il y en a qui vont dire que non, mais c'est pas grave. Évoluer. Tu sais, on a eu des combats mémorables là, avec cette division-là. Il y en a un que c'est un classique. Hein? On n'a pas besoin de le rappeler. AJ Styles, Christopher Daniels, Samoa Joe. Le classique des classiques à TNA. Ouais. Fait que c'est une division qui nous a donné des super beaux combats avec un style, un combat, à stipulation, le Ultimate X, que c'est un combat qui a ses faiblesses, ses forces et faiblesses. Ses contraintes qui sont pas faciles à travailler avec, mais que ça a donné quand même des Christy de bons combats puis des Christy de bons spots aussi. Puis TNA, pour moi, c'est ceux qui ont amené le ring à 6 côtés aux États-Unis. Parce qu'on sait que ça appartient. Il y a ça au Mexique. Ouais. Je me souviens pas, là, c'est CMLL ou AAA ou les deux. Ouais, en tout cas, peu importe. C'est commun au Mexique. Puis eux l'ont amené aux États-Unis. Bon, ça n'a pas fait l'affaire de tous les lutteurs. Mais ça n'est quelque chose de différent et d'intéressant. Fait que, tu sais, pour moi, TNA, il y avait un côté innovateur. Puis, ou du moins, peut-être pas innovateur, mais populariser quelque chose qui existe ailleurs. Disons ça comme ça. Fait que, non, ils ont produit des stars aussi, le TNA. Faut pas se le cacher. Beaucoup plus qu'on pense. AJ Styles, pas de TNA, est-ce qu'on l'a aujourd'hui? Parce que c'est ça qui a fait qu'il est allé au Japon. Au Japon, il a pris le step de plus. Puis après le Japon, mais oui, il est venu à WWE. Mais tout ça à partir de TNA. Oui, il a fait 2-3 combats à WCW avant que ça soit vendu. Mais c'est TNA où est-ce qu'il a fait sa marque. Ben oui, puis comme je t'avais déjà parlé, je trouvais important qu'à NXT, à cette heure, les gens pouvaient essayer plusieurs choses avant d'arriver sur le main roster. Ben, AJ Styles à TNA, là, il a eu des rôles. Là. Il y a eu des rôles dramatiques, avec une histoire qui aurait eu un enfant avec une cocaïnomane, puis en tout cas avec Dixie Carter, puis c'était plus dans le dramatique, c'était de la grosse vidange, mais c'était quand même, ça a permis de travailler un répertoire qu'il connaissait moins. Il a eu son rôle un peu plus de niaiseux comique dans l'alliance avec Kurt Angle. Il était comme là un peu le niaiseux de la gang. Là. Puis alors qu'avant, il était pas de même. Là. Fait que il a pu travailler plein de son côté heel, son côté lone wolf qu'il a eu plus vers la fin. Oui. Il a eu son rôle où il y avait ses colliers dents de requin en 2004. Bien normal. Fait que tu sais, c'est ce qui a fait qu'AJ Styles est arrivé justement à New Japan aussi près, comme tu disais, puis après à WWE, puis il peut tout faire. Fait que tu sais, ça a été une méchante place d'apprentissage. Puis aussi pour l'inverse, moi, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué de TNA, c'est l'arrivée de Kurt Angle. Ouais. Parce que ça, oui, je suis. Tu sais, moi, j'ai connu TNA par hasard quand j'étais jeune, en pitonnant RDS, puis en tombant là-dessus avec justement Marc Blondin et PCO qui commentaient. Tu sais, dans le bout, justement, pas loin de. Justement, Christian Cage venait pas mal d'arriver. T'es en rivalité avec Monty Brown. Fait que, mais Kurt Angle est arrivé 1 an après Christian Cage. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça m'a laissé le temps de connaître le produit, puis de me familier avec justement Samoa Joe. Fait que là, quand Kurt Angle arrive, j'étais encore plus jeune que quand Hulk Hogan est arrivé à TNA.
Fait que moi, les affaires de backstage, de Kurt Angle est parti de la WWE. Là. Je le savais pas. Moi, je l'avais vu à ECW, puis il en est pouf, il est plus là. OK. Fait que là, t'apprends qu'il s'en vient à TNA. Oh shit, OK. Ah, c'était gros. C'est gros, parce que ça arrivait pas. Des gros noms à ce point-là. Oui, il y avait eu les Dudley, mais il faisait plus grand-chose à la fin. T'as eu les New Age Outlaws, même affaire. C'est tout du monde qui avait comme fait le tour du jardin. Puis t'as eu Christian Cage. Mais là, Kurt Angle, c'est 5 Christian Cage. Ouais, mais encore là, je pense que le pop il a été plus gros à Christian Cage qu'à Kurt Angle. Mais tu sais, on pourrait s'ostiner sur une histoire de pop. Il faudrait retourner dans le passé puis vraiment voir quand ils sont arrivés ou quand ils ont fait l'annonce. Mais il reste que ce sont les 2 premières acquisitions majeures par TNA. Puis oui, Kurt Angle, parce que lui, à la WWE, c'est It's true, it's damn true, qu'il disait. Ouais. Puis là, à TNA, c'est It's real, it's damn real. Et puis là, quand ça avait parti, là, ça fait holy shit. Vraiment, Kurt Angle à TNA. Puis là, première confrontation avec Samoa Joe. My goodness, sortait des petits coussins. Hey, t'as le headbutt, mon gars, Samoa Joe, le front en sang. Puis là, t'es comme, hey, je veux voir ça. La machine de lutte Kurt Angle, puis c'est niaiseux, mais tu sais, c'est à cause de son addiction au painkiller. Parce que sinon, la WWE l'a jamais laissé partir. Puis... Ben non. Fait que tu sais, TNA a quand même eu ça de... Oui, ils ont eu beaucoup de, de retraits au bâton avec des rejetés de la WWE. Oui, ils ont eu Brian Kendrick, ils ont eu des Matt Hardy. Peu importe ce que le monde va dire, pour moi, Matt Hardy, ça n'a jamais levé à TNA. Sa première run, en tout cas, ça a été une grosse échec. Là. Oh, oui. Tu sais, où est-ce que je suis pas d'accord par rapport à Matt Hardy, c'est quand il a développé son personnage de Broken. OK, ouais. Ça, Colin, c'était over. Puis ça s'est même transposé à la WWE quand ils sont revenus. À partir du moment qu'ils sont arrivés à WrestleMania, tout le monde faisait des deletes. Fait que, tu sais, c'était pas juste... Ça a pogné, là. Mais pour le reste, oui, la première run de Matt Hardy, c'était un échec. Je m'en rappelle, il est arrivé out of shape, justement, à Slammiversary, comme un adversaire mystère, qu'on je me rappelle plus trop, contre Rob Van Dam, je pense. Oh boy! Tu sais, d'autres histoires de gens, justement, qui sont juste partis de la WWE, puis que... Il n'y en a pas beaucoup qui ont eu l'impact d'un Kurt Angle. Fait que, tu sais, ça m'a tellement marqué, de justement... Ouais. Il arrive, il s'insère direct comme Special Enforcer aussi dans le match final de Bound for Glory entre Sting et Jeff Jarrett. Ils l'ont tout de suite amené comme une grosse star. Ils l'ont pas juste attendu. Puis non, c'est comme... Il est là, puis il a eu le titre, ça n'a pas été long après. Là. Non, mais tu sais, ça aurait été aussi ridicule un peu qu'il ne l'amène pas au sommet. T'sais. Ça restait quand même ton plus gros nom dans ta fédération. Oui, tu es en train de bâtir des stars, des homemade, là, mais tu sais, tu avais Kurt Angle, Colin, dans ta fédération. Tu pouvais pas le faire lutter pour un titre télévision, par exemple. Je sais que ça n'existait pas à ce moment-là, là, mais... Alors, on dirait que tu parles d'un fils de propriétaire d'équipe de football, toi, là. Ouais. Mais en tout cas, tu sais, Kurt Angle, oui, c'était un bon coup. Tu sais, je regarde mes notes, là. Il y a, tu sais, un des moments marquants, mettons, par rapport au début de TNA, c'est Alex Skipper. Ah, ben je sais oui. Pas. Tu sais, je vais juste te donner le nom, puis tu sais de quoi je parle. Ben, il est connu pour ça, là. Ben oui, malheureusement, c'est plate pour lui. C'est quasiment la seule affaire pour laquelle il est reconnu dans le monde de la lutte. Le gars, il avait l'habitude de faire c'était dans le ring à 6 côtés. Il marchait d'un coin à l'autre sur la 3e corde. Il allait vers son opposant, puis il faisait un Hurricane Rana. Mais là, lors d'un pay-per-view, c'était l'équipe Triple X. Oui, un Lethal Lockdown, dans le fond, un combat en cage. Lui et Christopher Daniels, si je ne me trompe pas, ou Loki. Oui. En tout cas, c'était Daniels. Donc, Triple X contre les America's Most Wanted. Fait que tu avais un des gars des AMW qui était sur le coin en haut de la cage. Alex Skipper qui monte au coin juste à côté et décide de marcher en équilibre
sur le top de la cage, absolument rien pour se tenir. La cage, comme une clôture de cours d'école, là, avec un petit tuyau de... clôture Frost. Là. Oh, oui, il a 3 pouces de diamètre là, à peine, puis il marche dessus et il fait son Hurricane Rana. Je me souviens de la voix de Don West qui s'époumonnait, Colin. Ben voyons donc, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Fait que, tu sais, quand on parle de moment marquant à TNA, ce moment-là, il est inoubliable. Ah oui, puis ils ont aussi été des pionniers, je pense, dans ce qui est de la division Knockouts. Oui. Oui. Gail Kim a été là quand même longtemps en tant que valet à America Most Wanted. Elle n'avait pas eu l'exposure qu'elle avait. On en avait parlé justement dans notre review de l'Anniversary 2006, de la grande Amazon qui n'avait rien fait après finalement. Mm-hmm. Pour finalement arriver, c'est ça, à Bound for Glory de cette année-là. Parfait, ils partent un titre féminin, puis évidemment, ils le mettent tout de suite sur Gail Kim, mais elle a livré. T'sais, elle a aidé à mettre en place une division féminine crédible. Avec qui? Awesome Kong. Ah, Colin. Tu sais, elle, là, c'est avec le recul que j'apprends à l'apprécier, au moment présent, mettons, je sais comme, pas tant que ça, mais à un moment donné, avec la nostalgie, avec des yeux de gars de 40 ans, ben, on est capable d'apprécier la sagesse. On apprécie les choses différemment. Puis Awesome Kong, elle a fait beaucoup pour cette division-là. Ben oui. Avec Gail Kim, je pense qu'on livrait vraiment des combats intéressants, des storylines intéressantes. Puis c'est ces deux-là qui ont tenu cette division Knockout, qui l'ont mis à jour, puis qui l'ont gardé à un niveau fort respectable. Ben, ils ont eu l'air des Beautiful People aussi. Oui, ben, c'était mes autres que j'avais notés. Tu sais, les Beautiful People, pour moi, dans les rings, c'est coup-ci, coup-ça. Tu sais, c'est pas... Ben, c'était comparé aux divas qu'il y avait de l'autre bord. C'était comme Christy, ça a vu le temps. Oui. C'était deux filles des indépendantes, là, surtout Angelina Love, qu'elle avait un peu plus de background. Fait que oui, il était beaucoup plus capable de lutter qu'une Maryse, qu'une Ashley Mazzaro, que des Candice Michel qui avait du côté de WWE. C'était peut-être trois de mes préférés dans ce temps-là. Ben oui, mais il était mauvaise, il faut se le dire. Mais les Beautiful People, ils étaient toujours dans des storylines, je veux dire, intéressantes, mais plus mises en valeur. T'sais, est-ce que c'était tout le temps des bonnes storylines? Non. Ben non, mais... à un moment donné, des personnages narcissiques qui mettent des sacs bruns en face du monde. Ouais. Des fois, ça peut mal virer et ça peut être long. Oui. Mais tu sais, au moins, il était tout le temps mis en valeur. Fait que, à ton point, avec Gail Kim, Awesome Kong, Velvet Sky, Angelina Love, mais c'était les 4, je pense, Knockout, qui ont vraiment permis à cette division-là d'avoir le statut qu'elle a aujourd'hui. Puis ils ont même réussi à aller à créer des titres par équipe féminins, que malheureusement, ils n'ont jamais réussi à tant établir si important que ça. Non. D'ailleurs, les derniers champions, quand ils ont retiré le titre la première fois, c'était ODB et Eric Young. Ah, tabarouette! Ça, c'est une ODB aussi qui était spéciale dans son look. Over, par exemple. Over, s'il vous plaît, là, avec sa tabarouette. Oui. Mais tu sais, elle avait un personnage assez particulier. Ben, moi, me rendait mal à l'aise dans ce temps-là. Oui, elle pouvait, tu sais. Mais, tu sais, on en a nommé 4, mais c'en est une 5e aussi, là, qui était quand même un personnage marquant dans les knockouts, qui a permis d'avoir une division, de mettre en lumière cette division-là, puis d'avoir des choses intéressantes. Hein. Effectivement, fait que tu sais, écoute, honnêtement, j'ai beaucoup d'autres notes sur TNA. Mais là, je vois le temps qui file quand même du podcast. Puis on a nos prédictions à faire. Puis on a un quiz aussi après. Fait que je vais te laisser la chance de plugger peut-être une petite affaire ou deux encore, si tu veux, là, sur TNA. Là, Ah, ben sur TNA, une petite chose. Les équipes, ils ont réussi à créer certaines stars là, quand même. Abyss, ils ont réussi à le créer. Il est sorti out of nowhere. Monty Brown,
oui, il est allé à WWE après, ça n'a pas marché, ou du moins, je pense que pour des raisons familiales, là, mais... Ben, c'est ça. C'est ça, j'allais dire. Je pense que c'est des raisons familiales pourquoi que ça s'est arrêté pour lui. Mais à la TNA, même si je ne l'appréciais pas à ce moment-là, c'est quand même une vedette qu'ils ont Il y avait créée. un esti de micro, là. Il y avait surtout un esti de pounce. Ah oui, son finisher, là. Oh, que ça rentrait, là, puis j'aimais ça, voir ça. Mais, tu sais, ils ont réussi à créer certaines stars. AMW, mais America's Most Wanted, ça n'a pas nécessairement donné qu'est-ce que ça aurait dû ou pu donner, surtout avec Chris Harris. Mais tu sais, un James Storm, il est sorti de là, Colin, plus grand que ce qu'il était. Puis là, tu sais, si on continue, ben ça a permis d'avoir Robert Roode aussi par après. Puis si on va à plus récemment, Josh Alexander. Ben oui. T'as pas TNA. Josh Alexander, est-ce qu'il est capable d'éclore autant qu'il l'est aujourd'hui? Je pense pas. Pareil pour Ethan Page. Est-ce que pareil pour Ethan Page serait autant intéressé à lui s'il n'avait pas vu tout ce qu'il pouvait faire à TNA? LA Knight, qui était Eli Drake à ce moment-là. Drew McIntyre. Il a fallu qu'il passe par là pour se refaire. Oui. Il a été champion là-bas. Il y a beaucoup de gens qui se sont servis aussi de ça pour se recréer. Ben, c'est ce que je disais au début. Tu sais, se rebâtir une confiance, TNA a été la place pour ça. C'est plate parce qu'ils peuvent pas nécessairement garder leurs joueurs tout le temps parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est ça, la Ligue américaine, à un moment donné. Ils viennent le chercher, ben puis ils offrent plus cher, puis il vient temps. C'est normal. Puis, les dernières stars que j'avais notées, c'était, mettons, les Motor City Machine Guns. Ouais, ils étaient dans mes notes, eux autres aussi. C'est une équipe, ils n'ont pas été en équipe dès le début ensemble, mais à partir du moment qu'ils ont été en équipe, tabarouette, ça a été spectaculaire qu'est-ce qu'ils ont pu apporter. Puis, il y a une dernière fois dans mes notes que je m'étais noté, qui est quelque chose qu'on voit rarement. Il y a un moment, ça c'est des affaires que tu vois très rarement, qui ont réussi à bien utiliser une gang de vieux que leur temps était passé. Main Event Mafia, là. Ouais. Ça, honnêtement, ça a été tellement huge. C'est leur premier show en HD à Las Vegas. Ils finissent ça là-dessus. Ils créent la Main Event Mafia. Autant de l'autre côté, ils s'étaient créé le clan La Frontline. Ouais. Avec toutes les... Plus TNA Original, les Face. Ça a permis de mettre de l'avant AJ Styles, Samoa Joe, les Motor City Machine Gun. Un jeune... qu'est-ce qui est devenu, lui, un tapeur? Apollo Crews? Non. Austin Creed? Ouais, c'était Austin Creed. C'était. Je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, lui, mais je pense qu'il s'en est bien sorti. Là. Mais c'est Xavier Woods qui était Consequences Creed. Exact. Merci de le finir parce que moi, c'est. Ouais, c'est. Je l'ai mal starté, mais je vais le finir comme il faut. Consequences Creed. C'est ça. Fait que, tu sais, cette rivalité-là a permis de mettre. Oui, la Benevolent Mafia a gagné, puis c'est sûr. Mais ils ont réussi à rendre quand même pertinent à l'époque où c'était Kevin Nash avec les genoux scrap. Booker T, qui était à date un coup raté de la part de TNA, il faisait rien. Scott Steiner. Lui ici, à un moment donné, après Planet Jarrett, ça traînait en rond. Puis j'en oublie deux petits ordinaires, là, Kurt Angle qu'on parlait tantôt. Puis l'autre, là... Une compte, si je ne me trompe pas. Doink. Non. Ben oui. Ah, oui. Juste lui, là. Oui, lui, c'était quelque chose. Non, c'était bon. Je parle même pas de la deuxième batch quand ils ont essayé avec Magnus, puis Rampage Jackson. Puis Samoa Joe. Oui, Samoa Joe, il avait rejoint plus tard, là, après une affaire que j'ai vu passer cette semaine, justement, il y avait une première Bloodline dans le temps. Là, il voulait le faire avec Rikishi. Puis l'autre qui venait d'être congédié, là, le fils d'un autre Wild Samoan, là, Manu, sur son nom. Ah, oui. Manu lui, qui était avec... la Legacy. Legacy avec Cody Rhodes, Ted DiBiase Jr., puis Randy Orton. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, comme je dis, TNA, ça a été beaucoup ça. J'ai beaucoup de nostalgie parce que, justement, les grosses années du début, le Christian Cage, Angle...
Les moins bons souvenirs, tu sais, Mick Foley, champion, puis de, tu sais. Mais en même temps, ça fait partie de la game, puis que TNA a eu toutes ces variations. Tu as eu ça ces années-là, tu as les années un petit peu plus. Milieu des années 2010 à peu près, ils ont comme eu un step back. Là, ils sont comme basés à Toronto, ils faisaient les shows là-bas. C'était des plus petites salles avec Johnny Impact, des affaires de même. Ouais. Plus un genre de gros indie, tu sais, filmé. Ils ont eu comme une XT, mettons, une résidence au Universal Studios. Ça commence à Nashville. Il y a eu plusieurs variantes, je pense, avec cette fédération-là. C'est une évolution. Des fois, c'est pour le mieux. Des fois, c'est moins bon, malheureusement. Mais c'est normal. Toute chose évolue, puis on fait des erreurs. Les tunnels, eux, il y avait ça, même qu'à Orlando, mais les tunnels étaient à l'opposé de la salle. Ouais. Fait que tu avais les heels à gauche, les faces à droite, ou le contraire, là, peu importe. Mais il y avait vraiment des entrées séparées. Fait que TNA a amené quand même plusieurs bonnes choses. Puis, je suis content. Ils sont encore là aujourd'hui. Ouais. Est-ce que le produit pourrait être amélioré au niveau visuel? Moi, je trouve que oui. Là. Visuel, effectivement. Je trouve que audio, mais je trouve que c'est trop noir comme écran, comme image qu'on a. Tu vois pas la foule pas en tout. Je trouve le stage un peu cheap. On est revenu avec un tunnel cool, mais on dirait que j'aimerais ça avoir un stage un peu plus sophistiqué, plus garni, plus gros, puis avoir un meilleur éclairage là, pour justement voir la foule un peu. Mais encore là, tout dépendant, c'est quoi les salles qui sont. Si tu es dans une salle de 500 personnes, un peu dur d'éclairer puis de voir des sièges vides. Là. Ah, mais samedi, éclairez-moi ça, il va y avoir des gens au pied carré. Oh, en respectant les limites que les pompiers vont donner, évidemment. On en avait déjà parlé. Oh oui. Fait que moi, ce que je te propose, là, on a Slammiversary en fin de semaine. Allons faire nos prédictions. Oh yes. Fait que je vais sortir mon petit tableau. Partageons l'écran. Cliquez. Juste ici. Et voilà. Fait que on a les 5 combats qui ont été annoncés jusqu'à maintenant. Et je vais commencer avec le premier combat, qui est pour les championnats par équipe Knockout. On a les championnes de Malusia, qui est Masha Slabovic et Alicia Edwards, contre Spitfire, qui est composé de Danny Luna, je pense, et l'autre est Colin. Là, j'ai un blanc de mémoire pour l'autre, malheureusement. Ben écoute, je pense que ça veut pas mal dire qu'on s'enligne pas mal les deux, c'est même gagnant, je pense. On peut se rappeler du nom des deux challengers. Là. De Malusia. Moi, je m'en comme ça. Il pourrait s'appeler de système aussi, là, tant qu'à ça. Ah ouais, il pourrait. Fait que, premier combat, on s'entend. Le deuxième combat pour la division knockout, pour le championnat knockout en simple, Jordan Grace qui défend son titre contre la préférée de Ricky Bobby, Ash by Elegance. Qui vois-tu sortir avec la ceinture? Honnêtement, je vois Jordan Grace ne perdra pas contre Ash by Elegance. Là. Il aurait beau faire arriver quelqu'un de NXT pour la faire perdre. Je pense pas que ça va arriver. Moi non plus. Puis en plus, Jordan, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit vous savez même pas c'est quoi les surprises qui s'en viennent à Slammiversary. Fait qu'on fait oh, OK. Ça. En tout cas, on dirait que c'est comme un petit... dans son coin. Ah, peut-être. Mais tu sais, on dirait que c'est un petit hint de plus pour dire là, Jordan va l'emporter. Oh. Prochain combat qui implique un de nos Québécois pour le championnat de la X-Division, Mustafa Ali qui défend son titre contre Speedball Mike Bailey. Ben écoute, je vais être 100% chauvin, puis on va dire Speedball Mike Bailey. Hey, je le souhaite tellement. Oui, je l'ai sacré. Autant pour le gars, Speedball, que j'y souhaite, autant que la division X peut pas être mal pris qu'un comme Speedball.
sais, Mustafa Ali, on l'a vu sortir des combats bons à TNA, mais il a sorti ordinaire aussi. Speedball, je pense qu'il ne sait même pas c'est quoi le terme combat ordinaire. Fait que, tu sais, je veux dire, donnez-y la ceinture. Là. Oh oui. Fait que, mais tu sais, moi aussi, je joue avec Speedball, quoique, tu sais, il y a des rumeurs, là. Ben, pas des rumeurs, mais son combat vient à échéance d'ici la fin de l'année, si je ne me trompe pas. Fait que, est-ce que ça pourrait jouer dans la balance? Peu importe, je m'en fous. On va avoir un banger à ce moment-là, puis ça va être Bayley qui sort avec la ceinture. Prochain combat, un autre Québécois qui est dedans, c'est PCO qui challenge AJ Francis pour le titre Digital Media et pour le Canadian International Heavyweight Championship, un titre que AJ Francis a décidé de s'approprier. Ouais. Ben écoute, j'aime ça qu'il ait rajouté ça parce que bon, le Digital Media, c'était le catel, mais là que PCO va aller rechercher un titre avec un prestige. Oui. Surtout pour les gens locaux comme nous, qui savent que des grands ont eu ce titre-là. Fait que, tu sais, honnêtement, tu peux pas faire perdre PCO. Je veux dire, c'est un crime. Je veux dire, je vais appeler tout de suite le SPVM. Là. Je sais pas si je dis que je gère Verdun, là, mais moi les prévenir. Appelle la GRC à la place. Ah, la garde nationale. Non, on va se dire les vraies affaires. Là. Justement, un ancien Monty. Là, c'est ça. Là. La GRC. On va appeler les bonnes personnes. Là. Mais, tu sais, est-ce qu'ils vont faire gagner les deux Québécois? Bon. Peu importe, je m'en fous, là, Colin. C'est même pas juste les deux Québécois. C'est Christy, Speedball, Mike Bailey. C'est un gars qui représente la division X comme Chris Sabin le faisait avant. C'est bien lui. Là. Puis Mustafa Ali, il ira ailleurs. Puis c'est tout. Là. Oui. Puis, tu sais, peut-être qu'Ali est rendu pour aller ailleurs aussi. C'est ça. Bref. Puis le dernier combat, un combat six-way pour le TNA World Championship, où est-ce que Moose défend son titre contre Josh Alexander, contre Steve Macklin, contre Nick Nemeth, Frankie Kazarian et Joe Hendry. Donc, fait que toi, c'est sûr et certain, avant même que tu le dises, c'est sûr que tu votes pour Hendry. Même pas. Hein? T'as peu. Okay. Je m'explique. Je vote pour Hendry. Je veux que Hendry gagne. Mais tu penses pas que c'est lui qui va gagner? Pas là. Okay. Moi, je pense que Moose va garder son titre. Tabarouette. Parce que TNA sont pas caves. Joe Hendry, il est chaud bouillant. Mais est-ce que tu veux faire gagner le titre dans un six-way ou en 1 contre 1 contre Moose? Après qu'il ait pris toute l'exposure qu'il pouvait avoir à NXT puis attirer tout ton monde vers Bound for Glory? Fait que, tu sais, je veux que Joe Hendry gagne. Malheureusement, je pense pas que le booking est dans sa faveur pour ça. Ouais. Puis là, ce qui me gosse là, avec ta prédiction, c'est que j'avais la même. Fait qu'on a exactement les mêmes choix. Oui. En fait, c'est une carte de 6 combats. 5 pour l'instant. 5. Fait que, tu sais, moi aussi, là, je pense que Moose va garder son titre. Je souhaite ardemment, vigoureusement que Joe Hendry le gagne. Et si c'est le cas, tu peux être sûr que je crie ma vie, quitte à perdre une autre dent. Ben écoute, je veux dire, Joe Hendry va arriver, même si les gens, mettons, c'est pas tous des gens qui suivent tant que ça TNA qui vont être là. Mais moindrement que tu suis la lutte un peu, tu sais c'est qui Joe Hendry. Tu le vois passer partout sur Twitter, fait que tu sais, il va aura peut-être pas les mêmes réactions que PCO et Speedball vont avoir, mais il va quand même, d'après moi, il va avoir une bonne réaction. Mais non, c'est sûr. Ça, mon cœur saigne parce que j'ai pu y aller avec mon cœur pour les 2 autres combats, mais pour celle-là, ça me fait mal de devoir repousser à plus tard. Comme m'a déjà dit un grand sage en parlant du chase de... comment est-ce qu'elle s'appelle? De Willow Nightingale. Oui. Le chase ne va être que meilleur. Hey, là, tu t'amuses à me la ramener, celle-là. Là. Mais je persiste que le chase de Willow va être bon, mais c'est pas de ma faute si TK n'est pas capable de jouer comme il faut avec ses jouets. Ah! Ben écoute, moi je pense que tu me fais une belle passe sur la palette. En parlant de jouer, t'as un quiz? Oh oui! Hello and welcome to tonight's show. Oh que oui!
un quiz des experts. Le premier en 1 mois. Ouais, mais là, je t'arrête tout de suite. Je t'ai préparé une surprise. À toi de savoir, la veux-tu avant ou après ton quiz? Après. Après? Parfait. Après. Ouais, on va y aller après. Okay. Je vais y aller avec le quiz, puis ouais, tu me feras ça après, puis sûrement que ça va être un bon moyen pour conclure cet épisode à thématique TNA. Good! Fait que on a un questionnaire, évidemment, à thématique TNA. Puis, aujourd'hui, on a 10 questions. C'est le plus gros quiz à date. Donc, première question, on va essayer d'y aller vite. Qui a été le premier TNA World Heavyweight Champion? Kurt Angle. Bonne réponse. Puis, en faisant mes recherches, ce qui est drôle, c'est que sur les 4 premiers règnes, Kurt Angle, il y en a 3. Là, tu vas me dire, mais comment ça se fait? Tu sais, si tu as 4 règnes, puis toi, tu en as 3, c'est parce qu'après son premier règne, en fait, il a été comme le champion pendant une journée. Il a été strip de la ceinture parce que ça a été un finish controversé. Ouais. Puis il a gagné le deuxième match. Fait que ça compte comme 2 règnes. Bien vu. Ben, c'était le dernier à être champion, techniquement, NWA. Ben, c'est dans ce non, combat-là qu'il y a eu le fuck finish. Puis tout de suite après, ils ont amené la ceinture TNA. Ah, OK. Mais en tout cas, c'est vraiment reconnu comme étant 2 règnes. Intéressant. Parce que le fuck finish était pour la ceinture TNA. Parce que plus tôt dans la journée, c'est là qu'il avait annoncé que il splittait la NWA. Il splittait avec la NWA. Fait que le combat au pay-per-view était pour le titre TNA. C'est ça. Mais Christian est arrivé, il y avait encore la ceinture physique. Fait qu'il est arrivé avec l'autre ceinture. Sûrement, mais tu sais, c'est pour ça que. C'est ça parce que je l'ai eu aujourd'hui. Ok, c'est bon. Bonne mémoire. mais tu sais, Kurt Angle, il n'a pas détenu la ceinture NWA. Non. C'est ça le point. Ceci étant dit, prochaine question. Qui a eu le plus de règnes en tant que champion de la division X? T'as peur. Champion division X. J'hésite entre Christopher je vais dire Loki. Le plus de règnes? Non, c'est Chris Sabin. Il y en a eu 10. OK. C'était dans mes 3 que j'hésitais, mais OK. J'hésitais entre lui, Christopher Daniels ou Loki. Non, ils ont... Donc, 2 pas de cheveux, puis un avec un petit peu de cheveux. Ouais. Mais non, les 2 n'ont pas eu énormément de règnes. En tout cas, ils sont loin des 10 de Sabin. Loki, je me rappelle qu'il était revenu à un moment donné en 2014 ou de quoi, avec le titre de la X-Division. Il doit en avoir cumulé une couple, mais non. Pas assez. Prochaine question. Le King of the Mountain match est une spécialité de la TNA. Qui a le plus d'apparitions dans ce combat sans jamais l'avoir emporté? Et je vais te dire, il y a eu 4 apparitions dedans. Je pense que c'est AJ Styles. Bravo. Bonne réponse. OK. Fait que, c'est lui qui a participé le plus souvent avec Jeff Jarrett. La seule différence, c'est que Jarrett, lui, l'a gagné 3 fois sur 4. Surprise, surprise. Ben oui, hein? Quand t'es le booker, ça va bien. Prochaine question. Le TNA Legends Championship il a été introduit par Booker T alors qu'il était dans la Main Event Mafia. On en parlait tantôt, justement. Le titre il a été renommé en TNA Global Championship, en TNA Television Championship et en TNA King of the Mountain Championship. Qui est le seul lutteur à avoir possédé ce titre sous les 4 noms? Le seul que je vois, c'est lui qui a détrôné Booker T. Fait que je dirais AJ Styles encore. Non, c'est Eric Young. Eric Young, il avait battu... Ben oui. Il a battu Kevin Nash pour le titre Legends. 2 semaines plus tard, il a été transformé en Global. Plus tard, il a battu Gunner
pour le titre télévision. Et finalement, il avait battu Bobby Roode, pour le titre King of the Mountain. Fait que, c'est subtil, mais quand même. Ben, c'est parce que je me rappelais qu'Eric Young, c'est lui quand il avait son groupe World Elite, je pense qu'il s'appelait. Oui. C'est là qu'il l'a transféré, puis il le défendait juste contre du monde ailleurs qu'aux États-Unis. Exactement. Puis le titre télévision, là, je me souviens pas. Est-ce que c'était au moment où est-ce que le titre était défendu à chaque semaine? Je pense que oui. Parce que ça a duré comme 2-3 mois maximum. C'était Hogan qui avait dit « OK, le titre télévision, il faut qu'il soit défendu à toutes les semaines. » Ça a duré 2-3 mois. Prochaine question, très simple. Qu'est-ce que l'option C? C'est quand tu gagnais tu avais le championnat X-Division rendu à Destination X, puis tu fais le cash-in pour une chance au titre principal. Ouais. En fait, puis plus précisément, c'est pas nécessairement à Destination X. Au début, c'était ça. Non? Mais après, avec le temps, ça a été à n'importe quel pay-per-view. Là. Il y a eu Bound for Glory, par exemple. Mais c'était que, le champion, il abandonnait sa ceinture en échange d'un combat de championnat TNA. Fait que le point est accordé. Puis, une autre question on the side, là, une question point 1, par exemple. Ouais. Il y a eu un total de 7 cash-in. Combien ont été victorieux sur les 7? Austin Aries, Chris Sabin, Austin Aries une autre fois, je pense. Je vais dire 4. Non, c'était 3. Parce que ton deuxième Austin Aries, il l'a échoué. Puis le troisième qu'il a gagné, c'était Josh Alexander en 2021. C'est là, je ne sais pas qu'il s'en servait encore en 2021. C'est une des dernières fois. En fait, c'était l'avant-dernière. La dernière, c'était Frankie Kazarian en 2022. Puis lui, il a perdu contre Alexander. Contre Alexander? Parce que je pense contre Alexander. Non. Puis Josh Alexander, lui, il a gagné contre Christian Cage. À Bound for Glory. Fait que c'est pour ça que je te dis que c'était pas juste Destination X. Mais bonne réponse. Le point est accordé. Tessa Blanchard. J'avais dit 4 fois, fait que je ne l'ai pas eu. Oh ouais, mais celui-là, je le compte pas. C'est une petite question bonus. Ok, t'es chanceux. Tessa Blanchard a été la première femme à remporter le TNA World Championship. Qui avait-elle battu? Sami Callihan. Oh yes. Puis une petque question de side encore une fois. Combien de défenses de titre a-t-elle faites? Elle en a-tu fait une? Parce que c'est après qu'il y a eu son scandale de racisme, là, pas longtemps après. Fait que je vais dire une. Là. Elle en a fait une, puis c'était contre Taya Valkyrie. Fait que c'est un combat de femmes, hein, parce que, de mémoire, elle voulait offrir l'opportunité justement à une autre femme de détenir ce titre-là. Oui, de challenger. Fait que, puis oui, ensuite, elle a été strip. Mais je pense pas que c'est à cause tant des commentaires que de la pandémie qui est entrée en ligne de compte. Tu sais, ben, il y a tout ça, là. Je pense les commentaires, puis je pense qu'elle voulait pas revenir aux États-Unis, elle voulait rester au Mexique. Ou, en tout cas, elle avait eu du trouble. Il y avait eu du trouble. Bref. On arrive à la septième question. Le 4 janvier 2010, c'était le premier épisode d'Impact diffusé un lundi soir pour concurrencer Raw. On en parlait un peu tantôt, justement. C'était les débuts d'Hulk Hogan qui avait été engagé en octobre 2009. Le show a commencé avec le fameux Steel Asylum match avec des lutteurs de la division X. Comment s'est terminé le combat? À moins que je me trompe, c'est Homicide qui a gagné, puis Jeff Hardy est arrivé après dans un spot épouvantable. Ceux qui veulent avoir mangé un coup de chaise tout croche. Là. Non! Il a même pas mangé de coup de chaise, Jeff Hardy. Ben, Homicide l'a genre raté, puis il avait l'air comme chaud d'ail un peu après. Là. Ah, vois-tu, j'ai pas ce souvenir-là. Je pourrais refaire mes recherches. Mais Homicide n'a pas gagné. Ça s'est fini en no contest parce que Homicide s'est mis à frapper tout le monde avec une barre à clous, je pense. Ouais, un genre de crowbar, là, ouais. Ouais. Fait que ça a fini en no contest. Puis là, à un moment donné, Homicide qui est en train de monter la cage comme s'il était en train de la gagner, mais le combat il était fini à ce moment-là. Pourquoi no contest? C'est dur à croire.
Mais c'est là que tu as eu les débuts de Jeff Hardy, qui est arrivé à l'extérieur. Il a juste monté la structure. Il s'est assis au top et il regardait la foule. Ouais, mais il s'est battu avec Homicide. Mais ça, j'ai pas ce souvenir-là Ok. qu'il s'est Mais battu oui, avec. il s'est battu. C'est Ok. dégueulasse. Puis après ça, il fait son twist of fate où il pète une chaise d'en face. Puis là, il monte en haut puis il s'assit. OK, fait que, Puis là, mais tu ça, vois plus Jeff Hardy pendant genre 1 mois ou 2 de temps avant qu'il revienne. mais ça, Homicide, il était à l'extérieur du ring, j'imagine. Ouais. Il avait réussi à sortir. Il avait OK, descendu de la cage. Là. OK, c'est ça. Parce que Jeff Hardy, il n'est jamais rentré dans le cage. Là. Non, Lui, il est monté, il s'est assis puis il regardait le monde comme si c'était sur un C'était toit de quand- maison. C'était weird un peu. Ouais. Fait que, un 5e point dans ce quiz. Prochaine question. En 2007, on apprenait que Abyss était le fils de James Mitchell. Évidemment, c'est en storyline. Il avait même un frère qui est arrivé dans la même année pour s'en prendre à lui. Comment s'appelait son frère? À TNA, je pense qu'il s'appelait Judas Messiah. Ouais. Et son autre, on le connaissait sous le nom de Ricky Banderas. Ouais, puis il a été aussi à Wrestling Society X aussi. Oui. Mais son Ben, nom c'était- là-bas, je m'en rappelle pas par cœur. Mais il était venu attaquer Vampiro. Puis... Ben, c'était pas ça, justement, Ricky Banderas? Ou c'était Je pense juste qu'il y avait un autre nom. Messias? En tout cas, peu importe. Ouais, là, mais en tout cas, oui, c'était son demi-frère. Puis une petite histoire Ouais. bizarre qui avait gonné James Mitchell dans la tête. Oh, t'es beau souvenir. Hein? Avant-dernière question. Jimmy Wang Yang a fait partie des débuts de la TNA sous le nom de Jimmy Yang. Il était dans une équipe à 3. Quel était le nom de l'équipe? Jamie Yang has left the building. Les Flying Elvis. Oui. Un beau petit trio qui avait un beau suit blanc. Ah ouais, avec, c'était... c'était particulier. Je sais pas c'est quoi sa pire gimmick. Ça ou sa gimmick de cowboy asiatique à WWE. Oh, C'est deux choses, deux gimmicks assez particulières. Et là, dernière question qui concerne un de mes lutteurs qui m'a toujours intrigué, que j'ai beaucoup aimé, mais que n'a jamais été là où est-ce que j'aurais voulu qu'il se rende. Raven, qui a été le leader de 2 clans dans les TNA. Ah, Quels ont été les noms de ces 2 clans? Ben, il y avait Serotonin, ça, on en avait parlé. Oui. Et l'autre, je pense que tu me l'avais même dit dans le même épisode, puis je m'en rappelle pas par cœur. Là, c'est sûrement une affaire de Raven, Screw. Non. Ça, c'était WCW, là, mais. En fait, la WCW, c'était de Flock. Ouais, c'est ça, le Flock. ECW, c'était Raven's Nest. Mais à la TNA, tu l'avais pour Serotonin. Hein? Mm-hmm. Mais le premier clan qu'il y a eu, c'était Gathering. Pas de catering, mais le Gathering. Non. C'est quand il était à WWF en 2001. Oui. Fait que ce clan-là, c'était avec Giulio Dinero, un certain CM Punk et Alexis Larry, qui est Mickey James. Un autre knockout légendaire de TNA. Oui. Fait qu'on on a un gros 7.5 sur 10 aujourd'hui. Ouais, fait que TNA, tu connais, c'est pas mal, tu connais quand même assez bien ta TNA. On va te le donner. Là. Fait que belle réussite aujourd'hui, mon petit faux. Merci, je vais l'apprendre. Ça va augmenter ma moyenne un peu. Un petit peu. Ça augmente la moyenne au bâton. Fait que là, tu avais une surprise, que tu me disais? Ouais, mais comme tu étais un homme pas mal, beaucoup plus âgé que moi, et que là, Slammiversary Fight, c'est 20 ans à Verdun. Uh-huh. Mais est-ce que tu sais que le premier Slammiversary a lieu le 19 juin 2005? 19 juin 2005? Non, Donc, je ne savais pas. J'ai 5 fun facts que tu dois deviner ce jour. Oh, vas-y. Donc, le 19 juin 2005, quelle était la chanson numéro 1 au Billboard US? Hey, en 2005, calvasse. Hey, en 2005, c'était pas... Non, j'allais dire les Britney Si là, je Spears, t'enlève ta carte de monsieur. Je suis désolé, mais c'est sûr que tu ben l'as ouais. Ah, vas-y, dis-moi ça. J'ai aucune idée si ça peut être qui.
si t'es un énorme fan de Noël, tu sauras que c'est We Belong Together de Mariah Carey, qui était numéro 1 au Billboard. OK, prochaine question. Je suis très déçu que ce soit elle qui soit sortie numéro 1. Je te reviens là-dessus pour la question numéro 5. La deuxième, quel était le film numéro 1 au box-office cette journée-là? 2005. C'est... non, c'est Batman Begins. Non, c'est trop tôt. Félicitations. Non. Oh, oui. Oh, avant que tu te wow. mettes à flipper ailleurs, je te félicite, tu l'as eu. Batman Begins. Ouais. C'était bon, ça, comme film, mais oui, la c'était un suite... d'été, parce qu'il y avait aussi Star Wars Revenge of the Sith qui était leur troisième au box-office. Fait que c'était dur pour la compétition. Je sais pas quel film québécois qui est sorti cet été-là, mais il a peut-être eu mal un petit peu, je pense. Il n'y a pas eu grand chance. Non. Donc, ouais, fait qu'un excellent film et des belles suites. Une belle suite, en fait, qui en a suivi. Ah, les deux, mais une plus que l'autre. Ouais. La troisième, évidemment. Ben oui, le troisième, c'est le meilleur. Fait que, ouais. Puis là, la troisième question, on revient à TNA. Justement, le 19 juin 2005, quel était le main event de Slammiversary 1 et qui était dans le match? Ben, il doit y avoir Jeff Jarrett dedans. Non. Non! My God! Qu'est-ce qu'il a fait, Colin? Il devait avoir un problème de santé. Tout de suite, là, parce qu'on est rendu à 1h36. C'était effectivement un King of the Mountain. OK. Si tu peux me trouver au moins un des 5 participants, je vais être content. AJ Styles? Oui. Chris Harris? Non. Non, OK, c'est plus tard Chris Harris, d'abord. Raven, je pense pas. Oui, il était dedans? Oui, Raven est en fait le gagnant du combat. Oh, OK. Oh, ça, boy, ça, je me souviens pas pantoute de ça. 2 des 3 derniers qui manquent, on en a parlé justement il n'y a pas si longtemps. Monty Brown? Oui. Puis, je dirais Ron Killings. Non, il y avait le monsieur qui a gonné son père dans la tête, Abyss. OK, Abyss, oui. Et un certain Sean Waltman. Je sais pas si ça dit quoi. Oh boy! Ben un certain X-Pac ou Six-Pac ou trouvez tous les noms de gimmicks. Ben lui, il a un fétichisme sur les chiffres. Effectivement, et sur la Chine. Question numéro 4. Les vrais savent. Oui. Qui était le champion de la Coupe Stanley à ce moment-là? En 2005, oh fuck! Le 19 juin 2005. Ouais, fait que la Coupe Stanley n'était pas finie, j'imagine. Oui, les séries étaient finies. 2005. Détroit? Non, pas Détroit. En fait? Ben, je vais dire les Red Wings de Détroit, là. En fait, les séries n'étaient pas finies parce qu'ils n'ont jamais commencé. C'était l'année du knockout. Non! OK. Et là, la 5e chanson. Un petit... chanson. Chanson, wow! Tu te donnes de mes dents pour... Oui, c'est que comme Joe Hendry, un habitant du UK, fait partie du main event de Slammiversary, quelle est la chanson numéro 1 aux charts au UK? Man. Et c'était pas Mariah Carey. En 2005, les Spice Girls n'existaient plus vraiment à ce moment-là. Aïe, je sais. Oasis? Je vais dire Oasis, mais je pense pas. Non, c'est un chanteur, ou on pourrait dire DJ, connu pour se promener en moto, le pénis à l'air. Un certain Crazy Frog, avec la chanson Axel F. Oh, yark! Colin! C'est ceux qui nous écoutent et qui vont être pognés avec ça dans la tête. Là. Calvasse! Vous me remercierez. Ah, t'es un salaud de première, Colin, de nous rappeler Axel F. Hey, ça, by the way, t'as-tu écouté le dernier film de Beverly Hills Cop sur Netflix? Non. C'est bon. Mais j'ai un chum qu'on a enregistré qui écrivait qu'il était en train d'écouter le 3e sur la TVA, puis il dit après 5 minutes, il y a des jokes qui passent plus en 2024 qui ont été... Ah, ben non. Puis le 3e, c'est pas le meilleur, mais pas pantoute, là. Même Eddie Murphy dit que c'est une erreur d'avoir fait ce film-là. Mais celui qui est sur Netflix, là, présentement, un bon divertissement. Je te le conseille.
Ben, j'ai vu passer l'extrait où il niaise son chum en disant que son grand-père était dans la Ligue des Noirs au hockey dans l'Ouest canadien. Je l'ai trouvé très drôle. Fait que je risque de l'écouter. Fait qu'écoute, on est rendu. Ça fait qu'on a manqué une semaine. Regarde, on en avait à dire. Puis je pense qu'on peut, de toute façon, on peut rien que blâmer Tony Khan et son idée de booker un combat controversé une semaine de PPV de TNA. Ouais, tu vois qu'il n'a pas pris de se faire outshiner par TNA à Montréal. Non, vraiment pas. Il s'attaque aux petits podcasts comme ça, là, en nous faisant buster notre temps. Regarde, on va y aller direct. On close. Ouais, je te souhaite un bon pay-per-view en fin de semaine à tous ceux qui vont être là. Profitez-en. Hey, bon chalet, hein? Bonne bière dans ton chalet, puis... Je pense qu'à l'heure que vous allez voir, mettons, Joe Hendry pas se l'en gagner, je vais être chaud mort dans un spa. Fait que, tu sais, je vais essayer de pas trop... Parfait. Fait que ça va te permettre d'oublier ta gestion de calendrier. Oui, et comme l'a dit un grand chanteur du Québec, je vais ouvrir la valise et sortir les bouteilles de fort. Et là-dessus, je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous souhaite un bon Slammiversary.